Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Next Episode, votre podcast consacré aux séries habituellement diffusées tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver sur vos applications de podcast favorites. Ici on débriefe, souvent on analyse, éventuellement on s'écharpe évidemment, mais tout ceci dans un respect du produit, l'amalgame. Jupe, je ne sais pas. Bon, c'est le dernier podcast consacré au festival Cannes Série avec mes chroniqueurs chéris, Perrine Kenson. Oui, bonjour Romain, ça va? Jean-Maxime Reynaud. Ouais. Et ma star, ma resta, Sophie-Marie Larouille. On a une star pour les gens qui nous aiment. Qui a une petite chronique pour nous à la fin de l'émission. Alors vous savez, aujourd'hui, on va faire le bilan calmement, en se remémorant chaque instant. Moi, je veux connaître vos palmarès personnels avant la cérémonie qui aura lieu ce soir. Je vous rappelle donc les séries qui étaient en compétition. Félix, une série catalane. The Typist, allemande. Killing Eve, une série américaine. When Heroes Fly, une série israélienne. Mother, série coréenne. Il Cacciatore, oui, wow, ouais. Une série italienne. Aquí en la Tierra, une série mexicaine. Undercover, une série belge, State of Happiness, une série norvégienne, et Miguel, une série israélienne. Alors on va commencer par la meilleure musique. Les amis, pour vous, quelle est la série qui mérite le prix de la meilleure musique? Perrine, peut-être? Pour moi, c'est sans contexte, parce que la musique, c'est vrai que c'est pas forcément quand on regarde la série, il y a quelque chose auquel on fait attention en premier. Mais par contre, dans Miguel, la série israélienne Miguel, cette musique accompagne tellement bien l'action. Donc c'est une musique de... Attention, je vais massacrer un prénom et un nom. Ofir Lebovitch. Non, mais du premier coup. Ofir Lebovitch. Ofir Lebovitch. Tu l'as mis dans ta main, c'est pas possible. Alors non, non, mais ce qui est très bien dans sa musique, c'est que voilà, il alterne autant les cuivres que les cordes, que les percussions, les rythmes un peu Amérique du Sud, mais aussi quelque chose d'un peu électro par moment. Donc on est dans une ambiance un peu particulière qui accompagne très bien l'espèce de tumulte intérieur du personnage principal qui est Tom. Et je trouve qu'elle était particulièrement efficace et très agréable par ailleurs à écouter. D'accord, donc Miguel pour Perrine. Alors toi, Jean-Maxime, quelle est la série qui mérite? Pareil, pour la musique, j'ai voté Miguel. Mais de manière générale, en fait, je trouve que... Enfin, je comprends pas très bien pourquoi il y a eu un prix sur la musique. Parce que globalement, on n'a pas eu des séries avec des musiques hyper intéressantes. Exactement. Et quand elles l'étaient, c'était des chansons reprises qui existaient déjà, quoi. Des arrangements très très sages. Ouais. Donc c'est Miguel, mais presque par défaut, parce que j'ai pas non plus été renversé, mais c'était le plus intéressant en tout cas. Et pour juste surenchérir sur ce que disait Jean-Maxime, c'est que c'est dommage que oui, t'as un prix pour la musique, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, pourquoi laisser tomber la mise en scène ou ce genre de choses en fait? Peut-être parce qu'il y a un compositeur dans le jury, alors ils se sont dit... Je pense que c'est exactement ça en fait, qu'ils sont pas allés chercher plus loin, ils se sont dit, puisqu'on a un compositeur, on va faire un prix là-dessus, c'est du sur-mesure j'ai l'impression. Ouais. Et c'est dommage à un moment où justement la série télé devient excellente en musique, je pense à certains compositeurs comme Jeff Russo qui font un super boulot sur des séries, et on se dit c'est très très dommage, je pense à Counterpart où la musique est vraiment fabuleuse. Ouais. C'est là, souvent, on n'a pas vraiment été transi, quoi. C'est souvent sur des séries avec des grandes épopées, etc. Et on n'a pas eu ça du tout ici. Donc il n'y avait pas de souffle épique dans ces séries qu'on a vues. Alors moi, je vais vous faire un scoop. Moi aussi, c'est Miguel. Ouais. Non, franchement, c'est... Surtout parce que, mais encore une fois par défaut, parce que c'est la seule que j'ai vraiment remarquée finalement. Dans les autres séries, au pire, elle me tombait des oreilles, au pire, j'y faisais même pas attention, quoi. Ouais. Petite, allez, s'il y avait un prix de consolation, la musique de Killing Eve, parce qu'en fait, je l'ai eu dans la tête pendant tout le festival. Ouais. Parce qu'il y a une chanson dans la série que vous allez bientôt découvrir, ou vous avez déjà sûrement découvert, parce qu'elle a déjà été diffusée aux États-Unis. Et on a appris que Canal l'avait achetée d'ailleurs aujourd'hui, donc voilà. Profitons-en. Donc elle sera bientôt diffusée sur Canal+. Ouais. Et voilà, elle est hyper entêtante et vous risquez de l'avoir pendant 15 jours dans les oreilles, quoi. Là, on passe maintenant à la musique du meilleur scénario. Au meilleur scénario, excusez-moi. Donc, pour toi, Perrine, c'est quoi le meilleur scénario? Le meilleur scénario pour moi, c'était State of Happiness, la série norvégienne. State of Happiness parce que c'est une série qui convoque beaucoup de choses à la fois donc des histoires très personnelles donc sur cette société norvégienne dans une petite ville en 69. Donc on est des histoires de grossesse hors mariage, des histoires de trouver du travail, de mariage dans des hautes sphères de la société, mais aussi on convoque l'arrivée du pétrole, la fin de la pêche, les changements sociaux du début fin des années 60, début des années 70, et je trouve qu'en fait ce mélange du macro et du micro dans les thématiques fonctionne très bien et surtout est très très bien ficelé les uns aux autres. Ces deux choses sont très ficelées les unes aux autres intelligemment dans cette série norvégienne particulièrement.
Jean-Maxime? Je suis assez d'accord avec toi, mais moi j'ai plutôt voté pour Killing Eve. Parce que le ton de Phoebe Waller-Bridge, alors elle avait un petit avantage par rapport aux autres, c'est qu'on connaissait déjà d'autres séries qu'elle a fait, qui étaient déjà top, Fleabag et Crashing, et là on retrouve exactement ce ton qu'on avait aimé, donc c'est imparable en fait, elle est tellement douée, et puis mettre des personnages féminins en avant comme elle l'a fait, qu'on nous montre différemment par rapport à ce qu'on a l'habitude, dans un thriller d'espionnage différent, enfin il y a à peu près tout réuni pour que ça fonctionne, et elle l'a vraiment bien fait, quoi. Voilà. Alors moi, je trouve vos choix curieux. Ah oui. D'accord. Non, State of Happiness, je trouve que l'idée de faire une série sur sur fond de pétrole, etc., ça m'intéresse un peu, mais le traitement est tellement lourd, quoi. À des moments, je trouve ça assez lourdingue et tout. Donc, Pas du tout. ouais, je trouve que c'est encore une fois très didactique. On passe trop de temps à m'expliquer ce que c'est que le pétrole et compagnie, et puis comment on le fore. Alors, je pense que je peux maintenant faire une thèse sur comment on peut aller forer le pétrole et comment ça se passe. Et bah tu vois, avant cette série, tu ne pouvais pas. Et ça, c'est bien. La question, c'est est-ce que j'avais envie de le savoir? Oui, maintenant tu seras hyper bon en question pour un champion, par exemple, tu vois. Et ça, c'est cool. Ou au trivial. Et Killing Eve, honnêtement, je trouve pas que le scénario soit foufou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire d'espionnage. Alors certes, c'est des femmes, etc. Mais de base, j'ai l'impression qu'on a vu ça 100 fois. L'exécution et ce qu'elle en fait m'a beaucoup plu et m'intrigue beaucoup, puisqu'on n'a vu jamais qu'un épisode. Mais honnêtement, je suis pas à fond sur ces deux séries-là. Moi, encore une fois, j'ai choisi Miguel. Ah. Je trouve que la série m'a beaucoup touché, que c'était pas évident. En plus, il y avait un travers, c'est raconter cette histoire de jeunes homosexuels israéliens qui décident d'adopter un enfant guatémaltèque. Et en plus de montrer que c'est pas un bon père, qu'il n'y arrive pas, que l'adoption c'est compliqué, c'était super touchy. C'était un coup à ce qu'on découvre une série en disant en fait il y a un amalgame en disant voilà, les homosexuels sont pas des bons pères, regardez la preuve, quoi. Ne leur filez pas des gamins à adopter. Et en fait il y arrive d'une manière hyper tendre et en même temps en étant assez dur avec ce sujet et dans l'exécution de ce sujet. En même temps, on se marre un peu. Il y a des moments assez poétiques, et assez mignons. Je trouve que c'est le scénario. Enfin, moi, c'est le scénario qui m'a le plus plu en tout cas. Allez, on passe au prix d'interprétation. Il sera remis ce soir. Perrine. Moi Oui. Ah oui, alors en plus, c'est ça qui est terrible, parce que j'étais en train de me dire, j'ai oublié le nom de l'actrice, c'est horrible. C'est horrible. Quelle actrice? Dis-nous. C'est l'actrice de Killing Eve, qui n'est pas Sandra Oh. Jodie D'accord. Comer. Merci, Jodie Comer. Parce que je sais pas pourquoi j'avais James Corden dans la tête, ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Bon, attends, je réfléchis. Non. Peu, soyons francs, peu. Donc en effet, Jodie Comer. Jodie Comer. Oui, allez, la fille de Killing Eve. Non, mais voilà, Jodie Comer, c'est vraiment. Elle m'a. Il y a eu pas mal de bonnes interprétations dans les séries qu'on a vues. Il y avait pas. Il y a eu quand même. Ça a été un choix pas simple en vérité pour moi. Mais elle, ce que j'aimais, c'est que dès le premier plan où je l'ai vue apparaître dans cette série, elle est là dans la scène d'ouverture, premier plan. Elle était à la fois, j'ai compris tout de suite quel était ce personnage, cette espèce de femme fatale, dangereuse, à la fois drôle, à la fois psychopathe, et en même temps on a envie d'en savoir plus. Et en même temps, elle m'a paru être un mystère permanent. Et cette chose où j'ai une immédiate reconnaissance du stéréotype, et en même temps où je me suis dit mais je ne la connais pas, qui est-elle, j'ai envie de savoir. Sa façon de le jouer, son côté stoïque, charmeur, belle femme, mais très dans l'intellect, m'a complètement fascinée. Complètement fascinée. Jean-Maxime. Alors moi j'ai pris un risque puisque j'ai pris la série coréenne, donc je sais pas le dire. Eyo-ul, enfin voilà, un truc comme ça. D'accord. On Qui dirait est un donc- nom de volcan islandais. Comment est-ce que Oui, tu viens de le effectivement. faire? Bon, bah, c'est un truc comme ça. C'est la gamine, en fait, de la série, parce que je me dis, en fait, qu'est-ce que je vais retenir de ce festival? Bah, une des images que j'ai, c'est ce visage de cette gamine qui est très émouvante, qui fait passer énormément de choses, alors qu'elle a assez peu de dialogue. Toutes les femmes qui l'entourent sont très bonnes aussi, mais voilà, il y a un truc avec elle qui se passe, et l'acclamation qu'elle a eue dans la salle aussi, au moment de la présentation de la série, je sais pas, c'est un vrai beau souvenir, et donc j'ai envie de la récompenser. Sophie Marie. C'est vrai que c'est pas les silhouettes dans Julie Lescaut, la gamine. Hein. Vache, elle joue, même quand elle a les ongles sales, elle joue bien. Même quand elle est dans un sac poubelle, elle joue bien. Elle dort quand même dans une valise, Ouais. et ça fait pas genre ouin 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 ouin. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Son visage est assez obsédant en fait. Parce Ouais. que, c'est vrai qu'on sort de la série qui a des défauts, Oui. mais on se rappelle d'elle, quoi. Elle a une façon de jouer qui est assez désarmante, et en plus l'histoire est assez dure, et c'est vrai que c'est un joli rôle. Moi j'ai choisi Sandra Oh. Oui. On se complète alors. Oui, voilà. Parce que
je trouve qu'elle rejoue un petit peu son personnage un peu d'humour à froid qu'il y avait déjà dans Grey's Anatomy, mais en fait moi je la retrouve avec bonheur. Ah oui, c'est ça. Et surtout je pense on risque d'aller vers complètement autre chose plus tard en fait, qu'on risque d'aller vers plus d'hystérie, etc. Et il y a des voilà, quand on la voit se réveiller le matin, faire la folle, hurler comme une dingue parce qu'elle s'est juste endormie sur le bras et qu'elle a des fourmis, ça me fait hurler de rire. Je trouve qu'elle a un potentiel comique en plus assez fou. J'ai vraiment envie de l'avoir exploité ça. Dans un rôle pas toujours évident en plus, elle est pas très, c'est pas un rôle fait pour être jolie. En fait, on la voit au débeauté, crevée, elle a fait la teuf la veille, elle a les cheveux en bataille, etc. Donc déjà c'est assez intéressant, contrairement donc au personnage de Jodie Comer qui elle est juste magnifique, bombe plastique et femme fatale. Mais qui en joue aussi, qui en joue beaucoup, je trouve, de cette histoire de femme fatale, parce que même à un moment donné, elle se fait passer pour un cadavre. Elle est très consciente de cette espèce de beauté vénéneuse qui sort d'un tableau. Et moi, je trouve que c'est là où elle est parfaite. Je trouve le parfait contrepoint de Sandra Oh, comme tu venais de le... On peut s'écouter un petit peu de la musique de Killing Eve. I think about you all the time. I think about what you're doing and who you're doing it with. I think about what you eat before you work or what shampoo you use. I think about what you feel when you kill someone. I have to find her. She wants me to find her. I just want to know everything. Please. Yeah, I got issues. And one of them is how bad I need you. Alors on a un autre prix à remettre, c'est le prix spécial d'interprétation pour un duo ou un groupe de comédiens. Jean-Maxime. C'est les zadistes qui ont lancé cette... Encore une fois, j'imagine que c'est un prix sur mesure pour un duo qui a dû bien sortir dans ce festival. Moi, j'ai une vague idée, on en reparlera peut-être un petit peu après. Mais Jean-Maxime ? Moi, j'avais envie de donner un prix à State of Happiness, donc j'ai décidé de donner celui-là, parce que dans les autres catégories, ça correspondait pas forcément. À l'ensemble du cast ? Ouais, l'ensemble du cast, et notamment les jeunes acteurs que je trouve vraiment très bons. En un épisode, on voit pas suffisamment, je pense, puisqu'ils sont nombreux, il y a beaucoup de personnages, on voit pas suffisamment ce dont ils sont capables, mais on sent qu'il y a un vrai potentiel. Les deux jeunes filles, notamment. Perrine ? Alors, Perrine n'a pas vraiment bien compris visiblement la teneur du prix. Donc en soi, moi je fais un prix enfant, un prix enfant avec le prix spécial. Donc j'ai dit voilà, je truste le jury, je dis voilà, on va faire un prix d'interprétation spéciale enfant. C'est là où j'inclus clairement et tout à fait pour les mêmes raisons que toi, la petite fille de Moser. Prononce-le s'il te plaît. Yule, voilà. Et tu vois. Et non voilà, j'inclus cette petite fille là avec qui je la ne la marie pas, elle est un peu jeune. Non, je la mets en paire. Je la mets en paire. Je la mixe. Avec le petit enfant guatémaltèque de Miguel. Je trouve que les deux ont quelque chose sur le visage, une gravité sur le visage, un jeu parfait. Parce que les enfants, sérieusement, dans les films ou surtout dans les films, mais dans les séries, parfois, ça peut être juste on a envie un peu de les taper. Ça peut être un peu fatigant. Oui. Soyons francs, parce ils peuvent être excessifs, ou ils ont une voix qui énerve, ou ils en font trop, ou au contraire, ils ont l'air complètement décédés. Ils sont au bromure, les pauvres gosses. Et donc, en fait, d'un seul coup, là, on a deux enfants qui ne surjouent pas, qui sont très, très naturels, et qui, en plus, ont des rôles quand même difficile, grave, d'être soit dans une maltraitance, soit dans une souffrance, une perte de repères. C'est quand même pas évident, d'autant plus qu'on a appris que le petit Miguel, notamment, n'était pas qui s'appelle vraiment Miguel d'ailleurs, n'était pas un acteur de base, c'était vraiment un petit garçon. Je dire, ça n'est pas un enfant. C'est pas un enfant. C'était un guatémaltèque nain. Donc, mais voilà, moi je les ai trouvés tous les deux très, très stupéfiants, et les deux sont des visages qui me restent en tête. Et ça, c'est très agréable de garder ces images-là d'une série, d'avoir ces images-là en tout cas. Bon, moi j'ai fait ma feignasse. Sandra Oh, Jodie Comer. Ah oui, feignasse. Okay. S'il y a un duo qui marche parfaitement dans cette compétition, c'est bien elle. Je les trouve vraiment épatantes. J'ai vraiment hâte de les voir évoluer. En plus, d'après Ronan, je suis le seul à voir, d'après Ronan Croce, je suis le seul à avoir une espèce de romance lesbienne tendre dans leur relation. Moi, j'ai l'impression que c'est assez obvious, mais ouais, une sorte d'histoire d'amour. Voilà, ou en tout cas une tension. Si. On a pas vu. Et j'ai vraiment hâte de voir vers quoi ça va tirer. Et je trouve encore une fois que c'est un duo de comédiennes très 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 bien choisi. Au départ, je me disais une série de Phoebe Waller-Bridge sans elle, sans Phoebe Waller-Bridge, est-ce que ça va m'intéresser? Parce que très honnêtement, dans Fleabag, elle porte la série toute seule. Parfaite. Dans sa série précédente, Rashing,
elle a un des rôles les plus savoureux de la série. Donc là, je me dis mince, là, elle est pas au cast. Elle veut peut-être un peu prendre le champ, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour sa série? Et in fine, je trouve que voilà, elle a trouvé un duo d'actrices qui est vraiment super bien et hyper compétente en plus. On la retrouve beaucoup dans le personnage de Sandra Oh en fait. Finalement, je trouve. Ouais, mais j'ai peut-être, comme elle a aussi ce côté très très joli, je la cherche aussi peut-être dans l'humour à froid qu'elle peut avoir dans le personnage de Jodie Comer. Donc c'est assez intéressant justement d'aller chercher la showrunneuse dans ces personnages. Est-ce qu'elle est ici, est-ce qu'elle est là? Elle est partout. Ouais, elle est partout à la Oui, fois. elle s'est un peu divisée. C'est vrai qu'elle a l'espèce de méchanceté ou de cruauté parfois que peut avoir Jodie Comer dans la série en fait, dans Fleabag. Ouais. C'est pas un personnage sympathique tout à fait dans Fleabag. C'est même pour ça qu'on l'aime beaucoup. C'est parce qu'elle est pas. C'est pas la super célibatante, quoi. C'est plutôt quelqu'un qui est genre. Enfin voilà, elle a une espèce de violence aussi naturelle, de tendance à la violence en tout cas. Blessée en plus par quelque chose assez dur. C'est un animal blessé. C'est un animal blessé qui donc réagit en tant que tel. Et c'est ça qui est très très beau. Et je fais juste une parenthèse sur le fait que je propose un crossover entre Moser et Miguel, puisqu'il y en a un c'est sur, le fait d'être père et l'autre c'est sur le fait d'être mère. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que ça se croise. Et puis tu sais quoi encore, la gamine qui prend un taquet au début de Killing Eve au départ, là, tu sais, avec sa glace. Ah ouais. Voilà, c'est réglé. On a tous les gamins de la compétition. On a un crossover parfait, quoi. J'en parle tout à l'heure sur scène. Là, alors maintenant, on va passer au plat de résistance. La meilleure série. Quelle est pour vous la meilleure série de ce festival? Sex and the City. J'ai adoré, c'était vraiment chambé, ça nous a tenus. Non, ok. On peut presque le dire d'une même voix, je pense, mais je Un, m'avance deux, peut-être. trois. Miguel. Ouais, je suis d'accord avec vous. Franchement, c'était la meilleure série. Jean-Maxime, pourquoi? Parce que ce que je cherche quand même dans une série, avant tout, c'est une émotion forte. Et là, vraiment, c'est la seule série, je pense, qui nous a tous mis la larme à l'œil. On en a vu 10 quand même. Et ouais, c'était la plus émouvante, la plus forte, celle dont on se souviendra, qui représente le festival pour moi. Et puis les acteurs, les acteurs, le créateur, c'est une équipe quand même qui est assez extraordinaire. Et ouais, c'est... Perrine? Je plus sois tout à fait ce que vient de dire Jean-Maxime. C'est un. Ça a été. Copain. C'est très bien. Mais non, c'est vrai que ça a été une vraie surprise. Je crois que c'est vraiment la fin de la fin de cette compétition. On l'attendait pas, on l'attendait plus. Et d'un seul coup, il y a cette série qui est excessivement bien réalisée, parce que je tiens à dire qu'en termes d'image, de mise en scène, de photographie, c'est superbe, c'est terriblement bien joué. L'alternance entre le passé, le présent et d'une fluidité, d'une réussite totale. Le sujet est pas évident du tout. C'est quand même un sujet qui est vraiment potentiellement explosif. Oui, puis dur, pas agréable pour un sou. C'est clairement, on est en train de nous dire, bah ouais, tu peux ne pas l'aimer ton gosse. Et puis surtout, tu es allé chercher au bout du monde et finalement, tu es là genre, ah ouais, ben non, je vais peut-être le rendre. Et en fait, ben non, tu peux pas le rendre. Alors, au bout d'un moment, et expliquer que c'est pas évident, la parentalité, c'est pas évident, le fait d'être père n'est pas évident, que tu sois gay, hétéro, peu importe. Tout simplement, la découverte, la rencontre avec l'autre, et l'autre dont tu es censé t'occuper, protéger, n'est pas la facilité incarnée, ce n'est pas tout de suite les arcs-en-ciel et les licornes, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça. Donc en fait, et j'aime bien cette idée d'être. Il avait employé cette formule tout à l'heure un peu plus tôt, le créateur de la série qu'on avait eu dans l'émission, Nam Salama. Il avait employé cette expression de dire, j'ai voulu montrer que le rêve peut parfois s'écraser contre la réalité. Et c'est exactement ça dans cette série. Et je trouve que pour moi, c'est ça qui en fait la vraie totale réussite. Et surtout, moi, je trouve que c'est la série qu'on quitte en se disant, je veux vraiment savoir ce qui se passe. J'ai eu moins cette sensation-là avec les autres séries de la compétition, avec Killing Eve évidemment, mais en tout cas, là, je me suis dit, mais je veux vraiment savoir aller au bout de cette histoire. Je veux savoir comment ça va se dénouer. Et il y a une vraie promesse qu'il n'y a peut-être pas dans les autres séries de cette compétition encore. Mother un peu quand même, je trouve. On a envie de savoir ce qui va se passer ensuite, vers quoi on va se diriger, vers le thriller peut-être. Perrine fait non de la tête d'une manière tellement déprimée que je crois qu'en fait, on t'a vraiment perdu avec Mother. Ah oui, Mother, ils m'ont. Non, mais c'était les plans d'oiseaux. Je suis désolée, les plans d'oiseaux m'ont complètement fait s'envoler mon esprit. Mais je dirais juste que moi, quand on a préparé l'émission, j'ai fait un peu ma Suisse. J'avais dit Miguel, évidemment, mais j'avais dit aussi quand même Killing Eve, parce que pour toutes les raisons que vous avez évoquées depuis tout à l'heure, mais parce que Killing Eve, c'est... Pour le coup, c'était celle qui était la plus rythmée, qui moi, encore une fois, une proposition de thriller. On en a plein.
Mais un thriller comme ça, avec cette dose d'humour noir, avec ces personnages féminins forts, cette intelligence de casting, et aussi quand même, il y a de la mise en scène qui est quand même intéressante, même si c'est pas son point le plus fort. Moi, je trouve que c'est une série que j'ai très 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 envie de suivre, au-delà de mon amour pour Phoebe Waller-Bridge. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est une série qui est une série américaine, donc qui emploie tous les codes qu'on connaît tous par cœur maintenant, qu'on a intégrés depuis très longtemps. Et l'intérêt de cette compétition, c'est justement internationale, c'était de nous montrer d'autres choses, montrer comment on fait des séries ailleurs. Je pense qu'aucun créateur de série peut faire l'impasse sur tout ce qui nous débarque des États-Unis, et que forcément il y a un langage, un alphabet qui est créé là-bas qu'on utilise tous, mais que moi ça m'a intéressé de voir que peut-être quelque chose de plus lent et contemplatif en Corée, de voir quelque chose de très beau en Norvège avec ses paysages et ses plans qui sont magnifiques. Par revenir un coup sur la violence et de la société mexicaine, mais pour Aquí en la Tierra, mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, il y a peut-être une façon de voir comment chaque pays a sa spécificité, en tout cas d'aborder l'objet sériel, et j'ai eu des belles surprises, et voilà, Killing Eve reste, je trouve, une très très belle série, une très belle série tellement proche de ce qu'on connaît. Plus évident, sûrement. Exactement. Ouais. Bon, maintenant on va passer à un moment un peu plus fun. Je vais vous demander de créer un prix. Et de me dire quel est le prix que vous remettriez aujourd'hui si jamais vous étiez sur scène entre Fleur Pellerin et Kian Kojandi. Moi je dirais la plus belle robe. La robe de Top Salama, donc qui portait sur le tapis rose hier. Tapis rose. Alors attention. C'est honteux. Tapis rose hier. Et puis parce que, je me dis, c'est un truc qui ne serait jamais arrivé à Cannes Cinéma. C'est même impossible. Je crois qu'il y a des règles très strictes. C'est vrai, ouais. Non, en fait, quand c'est des créateurs, ils ont le droit, eux, alors que nous, pauvres personnes lambda qui montons les marches, si t'as pas tes talons, tu restes à la porte, quoi. Ouais. Mais est-ce qu'un homme avec une robe, oui. En tout cas, j'ai pas une robe, mais j'ai déjà vu des gens monter avec littéralement des peaux de bêtes sur le dos, hyper bizarres et vraiment dégueulasses. Mais c'était encore. Mais sûrement, ça grouillait. Mais en tout cas, mais comme c'était le cinéaste, il avait eu le droit de le faire, quoi. Donc, mais en effet. Jusque-là, ce n'est pas vu à Cannes Cinéma, en 71 ans. Symbole un peu queer, sympa, quoi. Ça m'a fait penser non, c'est pas un nageur, c'est un patineur américain qui est allé je sais plus si c'est aux Golden Globes ou aux Oscars, avec une tenue assez improbable et un harnais en cuir sous sa veste. C'était assez quelque chose. C'est vrai, de voir sur le tapis rose une espèce de manifeste queer comme ça débarquer en disant voilà, I am what I am, j'ai trouvé ça mais parfait, quoi. Puis on peut pas dire que c'était un festival de la folie, bon. Non, et justement, là il y avait un truc petit peu à portée de folie au festival. Ouais. Perrine, quel est le prix que tu voudrais inventer et remettre ? Prix météo. Plus sérieusement, en fait, je pense que dans une série, je vais faire une énorme platitude dans ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de séries qui sortent. Il y en a beaucoup. Et donc, je pense que pour attirer l'œil, pour qu'on ait envie de continuer, une scène d'ouverture d'une série, c'est très important. Il faut qu'on soit accroché. Déjà que le pilote nous accroche, mais il faut que dans le pilote, la scène d'ouverture nous accroche aussi, pour qu'on ait envie de continuer. Et pour le coup, on a eu pas mal d'ouvertures plutôt intéressantes dans les séries qu'on a vues. Mais moi, c'est celle d'Aki en la Tierra, donc produite par Gael Garcia Bernal, la série mexicaine, où on passe de ces gens en costard autour d'une table en train de signer des contrats. Oulala, ça paraît très très sérieux et très très chiant, et d'un seul coup dans un même mouvement, limite presque en plan séquence, c'en est pas un mais ça fait presque cet effet là, on les suit comme ça et on prend une voiture, ils ouvrent la voiture, le type se met en robe et hop on est dans une soirée avec drogue, décadence, folie, et moi mais j'adore ça, mais c'est génial, mais moi je veux continuer et je veux rentrer à cette soirée. Et donc c'est ça, et rien que pour ça m'a, il y avait de l'idée, il y avait de la mise en scène, il y avait c'était osé, ça m'a fait rire, ça m'a. Après, le reste de la série, le reste de l'épisode, c'est autre chose. T'as moins séduit, peut-être, ouais. La corruption au Mexique, ah bon. Et donc, mais sorti de ça, puis bon, c'est un petit peu mais cette scène d'ouverture, moi, m'a accroché pour le reste de l'épisode, en tout cas. Une très belle scène d'ouverture aussi dans Il Cacciatore, je dois dire. C'est cette scène très burlesque, là, avec toutes ces mamas qui se mettent dans le couloir pour empêcher la police de rentrer pendant que leur fils ou petit-fils est en train de vider toute la cam dans les toilettes, et que la police arrive à la récupérer. Je vous ai dit que je ne vous raconterai pas comment ils font, mais les gars, si vous êtes dans le biz, ça vaut le coup d'aller voir pour éventuellement pas se retrouver dans la même situation. Moi, si je devais remettre un prix, ce serait le prix de mec, j'ai rien compris à ton histoire.
Et c'est pour Il Cacciatore, non pas Il Cacciatore, mais pour Aki La Tierra, où je n'ai absolument rien compris. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Quels sont leurs réseaux? Ouais, quels sont leurs réseaux? Je n'ai rien compris. Et pendant tout le long, j'étais là en train de donner des coups de coude en disant c'est qui lui? Et elle, c'est qui? Et pourquoi on les suit? C'est quand même supra complexe, quoi. Et pour le coup, je me dis que ça manquait peut-être un script doctor qui serait venu en disant les gars, on va pas y arriver. Il faut un peu. On va couper en deux simplifier les l'épisode. choses pour rappeler les prénoms des gens ou quelque chose, parce Ouais. que sinon, on va vraiment pas y arriver, quoi. Où commence la série avec un arbre généalogique? Ou alors sinon, ouais, c'est. Parce que moi je savais pas qui était la sœur de qui, ou le frère de qui, ou le tonton de qui, et à la fin je suis genre mais pourquoi machin il l'embrasse? Ah oui d'accord, c'est sa belle what? Et non bah, j'ai pas tout compris. C'était un peu compliqué, c'est vrai, en termes de relations entre les personnages telenovelas. Ouais, c'est ça, mais pour le coup, il faut aussi qu'on puisse comprendre un petit peu de quoi il retourne. Et après, on voit des personnages se pointer. Enfin, par exemple, Gaël Garcia Bernal, qui est le producteur de la série, on le voit, il a une demi-scène, il vient là, et il repart, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui c'est. Alors, je veux bien, c'est le pilote, peut-être qu'on va savoir plus tôt, mais là, du coup, on a une espèce de happening, genre le producteur a voulu être dans la série, mais il est venu parce qu'il a vu la lumière. Mais franchement, c'est un peu ça pour tous les personnages quand même, quoi. Et puis tu oublies d'ajouter tout simplement parce que là déjà c'est quand même borderland au niveau des personnages, pardon pour l'expression, mais on rajoute à ça tout le problème, le nœud du problème qui est cette histoire encore une fois de corruption, mais il y a une histoire d'aéroport, il y a une histoire de vidéos de pédophilie, donc quoi à un moment donné quoi, et donc c'est vrai que c'est un peu dense, c'est dense. Nora n'est pas là, mais si jamais elle était là, je suis sûr qu'elle remettrait un prix de la série la plus misogyne à Félix. Parce que c'est vrai qu'on a eu un moment un peu étrange avec cette série où à peu près toutes les filles sont des prostituées. Et si jamais c'est pas des prostituées, c'est des putes. Comme ça au moins. Et non, c'était assez étrange cette série-là. Et c'est vrai que c'est la série qui m'a le plus dérangé dans cette compétition. On va passer à notre amie Sophie-Marie Larouille qui va nous raconter un petit peu sa soirée d'hier. Alors Sophie-Marie, il paraît que tu continues tes recherches sociologiques en milieu festivalier. Alors oui, c'est une manière très chic pour dire que j'ai continué à zoner depuis 24 heures, en effet. Heureusement qu'on remballe là. C'est bon, je suis à mon max. Je pourrais pas faire plus, je le sais. On le sait, tout le monde le sait, je le sens. Donc depuis hier soir, j'ai regardé une super série sur Canal, une histoire sur un terrain entre Liverpool et Manchester, je sais pas quoi, quart de finale de je sais pas, j'ai pas compris. Bon, j'ai dîné d'une salade César, mais ça à la limite. Non, très très cool. Elle était bonne? Ouais, super. Franchement, tu sais parce que la petite sauce c'est toujours un petit peu touchy. Ce qui te font croire que c'est la sauce avec les anchois et puis en fait non, c'est que de la vinaigrette. Donc ouais, c'était pas mal. Ce matin, ça fait quand même 11 mois moi que je suis là maintenant. Donc, je savais, j'étais là, genre, je vais aller me faire épiler les sourcils au fil. Voilà, je l'avais jamais fait. Donc c'est bien mieux que la cire, sachez-le. Je confirme. Tu confirmes, Perrine? Ça fait moins mal, apparemment ça dure plus longtemps, c'est plus net. Voilà. Après, là, on est à cet après-midi. Et là, j'ai fait mon grand écart final. C'est mon bouquet, là. C'est ma fin de 14 juillet. Les 23h, tout le monde a le pull sur les épaules. Il faut partir, il faut rentrer. Donc, j'ai partagé mon après-midi entre les répètes de la série, de la clôture avec Kian, Kojandi, Sisse Knudsen qui répétait. Et un tour de petit train canois. Il me fallait que des activités indoor parce que vous avez compris quoi, Donc je suis montée un peu au hasard dans un petit train. J'ai discuté avec le conducteur parce que je suis arrivée une demi-heure avant. J'avais rien à foutre. Donc une fois que j'ai mangé 2 bagels, voilà. Après ma salade de César, conducteur très sympathique qui m'a proposé de monter devant, mais il m'a dit mais si tu viens avec moi dans la cabine, t'auras pas les commentaires. J'ai dit c'est quand même Cannes, un haut lieu du tourisme français. Je vais avoir les commentaires. Donc, amis touristes et amis canois, si vous n'avez jamais fait le petit train. Donc, le petit train canois, c'est 1 heure, donc 40 minutes sans commentaires. J'ai écouté la chanson du Grand Bleu, la chanson de Pretty Woman. Je vous laisse deviner quand. Donc, la chanson du Grand Bleu, près des plages. La chanson de Pretty Woman, quand on passait devant les magasins. Voilà. Après, il n'y avait plus rien pendant 25 minutes. Je pensais qu'il était déglingué, mon casque. En fait, pas du tout. C'est juste qu'ils n'avaient pas de gras, donc ils m'ont rien proposé.
Je me suis rendu compte que, oui, parce que hier soir, j'ai aussi mangé des potatoes. Il faut vraiment que je rentre. Quand je fais que bouffer, c'est vraiment que je me fais chier sévère. J'ai mangé des potatoes là où Carlos, notre ami Carlos, terroriste ou... non, l'autre Big Bisou, là où il a appris à jouer à la pétanque à 32 ans. Voilà. Il y a une plaque. C'est le petit train qui me l'a dit. Voilà. Donc après, j'ai fait la descente dans la cabine parce que c'est bon, j'avais compris au bout d'un moment. Et donc le conducteur m'a annoncé qu'il fallait revenir en été. J'ai dit ah oui, j'ai bien compris là, parce que là c'est vraiment dégueulasse. Moi, je viens des Vosges et j'avais le sentiment qu'on faisait les foins quand il pleuvait fin août dans le tracteur, quoi. C'est pour ça que je conduis avec un pied sur l'embrayage et un pied sur l'accélérateur, d'ailleurs, parce que j'ai appris à conduire au tracteur. Mais ça ne vous regarde pas du tout. Mais c'est pour dire que là, je suis un peu en fin de piste, quoi. Et donc, c'est donc la fin du festival. Et comme dirait Sisse Knudsen dans les répètes cet après-midi... Et à la question, est-ce que les séries auront un aussi grand destin que les films au cinéma? J'ai envie de dire comme Fox Mulder, I want to believe. Bravo. Merci beaucoup. Merci Sisse. Donc voilà, super. Moi, I want to believe que l'année prochaine, vraiment, il y aura moins de séries comiques, hein, et un peu plus de pluie, parce que là, c'est pas avec ça que le grenier de la France va se remplir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie-Marie Larouille. C'était un délice de vous avoir tous ensemble pendant ce festival de Cannes. Merci beaucoup, Perrine Kenson. Merci beaucoup, Jean-Maxime Renaud. Merci à et toi. Je fais un gros bisou à Nora Boisouni et à Ronan Cros, qui eux sont déjà retournés à Paris. Merci et à la semaine prochaine. C'était Next Épisode sur Séance Radio, en direct de Cannes Série.